L'hyperstress, Nadia en a fait l'expérience. Directrice de communication pour une grande entreprise parisienne pendant 14 ans, cette carriériste s'est vouée corps et âme à son travail. Moi, je suis plutôt quelqu'un de challenge. J'aime bien les défis à atteindre. J'aime bien la nouveauté aussi. Et pour moi, une vie professionnelle, ça doit être quelque chose de riche dans lequel on progresse en permanence. Les choses routinières, c'est pas tellement mon truc. Mon quotidien était finalement assez banal, sauf qu'il était extrêmement rempli. Plus le temps passait, plus la charge de travail augmentait et je ne déléguais pas dans les mêmes proportions parce que j'avais besoin de beaucoup contrôler la perfection du travail qui était produit. Et ma variable d'ajustement, c'était l'amplitude horaire. À 20 heures, ça ne se terminait pas. C'est-à-dire que j'emmenais du travail et dans les transports en public, je continuais à travailler. Et puis, bien souvent, quand je rentrais chez moi, je terminais pour prendre un peu d'avance sur le lendemain, par exemple. Et donc, finalement, ça devient presque une drogue dure. C'est-à-dire qu'on carbure au succès, à la réussite, aux signes de reconnaissance. Et faire moins, c'est prendre le risque que ça marche moins. Sauf qu'en coulisses, eh bien, tout ça n'est pas neutre. Il y a quelque chose qui se prépare. Christophe a également été confronté au burn-out. Responsable de programme pour une multinationale américaine, il a été plongé dans une spirale infernale en l'espace de quelques mois. La journée, elle est très simple. Pour moi, c'est le matin, ma femme qui commence très tôt. Donc, je gérais des filles. Donc, réveil, petit-déj, école, etc. Après, les transports. Dès les transports, on commence à regarder, à répondre aux emails, etc., etc. Petit café au bureau, et puis c'est parti pour des journées essentiellement par téléphone ou par plateforme téléphonique. Moi, j'ai toujours bossé, en fait, je bosse pour la France, mais j'ai toujours bossé pour des équipes internationales. Donc, il y a toujours eu ce côté flexible, agile, bosser de n'importe où, à n'importe quelle heure. On veut donner encore plus, parce qu'on nous en demande toujours plus, mais on veut donner encore plus, parce que c'est ce qui nous construit aussi. Et du coup, au fur et à mesure des années, effectivement, j'ai commencé à m'oublier un petit peu en tant que papa et que personne. Marc est ingénieur informatique dans la même entreprise que Christophe. Passionné par son travail, il y consacre toute son énergie jusqu'à sombrer, lui aussi, dans le burn-out. Comme je me suis lancé dans l'informatique par passion, je dirais qu'avant tout, mon travail, c'est une véritable passion. Je suis passionné par ce que je fais. Et le côté positif de la passion, c'est que on y met tout son être, on y met tout son temps, on va au bout des choses, on veut être extrêmement précis. C'est-à-dire que je peux passer beaucoup de temps à finaliser quelque chose qui peut paraître absolument un détail pour quelqu'un d'autre, mais pour moi, c'est important. Et quand je dois délivrer quelque chose, j'aime que ça soit, non pas la perfection, mais quasiment. Et ce que j'aime en retour, c'est effectivement avoir ce sentiment à la fin de la journée d'avoir été utile, d'avoir fait des choses positives pour d'autres. Marc, c'est toi, là? Bah oui, c'est moi. Ah, je l'ai pas reconnu. 92. Ouais, je l'ai pas reconnu. C'est pour l'inauguration du deuxième bâtiment. C'était Cristal. Ah ouais. On s'est aperçu que certains profils psychologiques étaient beaucoup plus à stress. Les gens extrêmement anxieux, les gens qui sont perfectionnistes, les gens qui sont workaholics, c'est-à-dire ces accros du boulot qui ne peuvent pas se passer, les gens aussi qui investissent trop dans le travail, c'est pour qui le travail représente tout et qui n'ont pas d'autres sources d'intérêt dans la vie. Et donc cette partie est importante parce qu'elle représente un tiers. Alors il ne s'agit pas de dire que les gens sont responsables de leur burn-out, mais il s'agit de leur faire comprendre que la manière dont ils fonctionnent au travail, leur psychologie va jouer un rôle. Et on sait avec relativement d'évidence, et c'est bien décrit dans le rapport de l'Académie de médecine, que les 2/3 des causes, c'est lié à l'environnement dans lequel on se trouve. C'est-à-dire si vous avez un boulot qui est riche en stress, c'est-à-dire beaucoup de choses à faire, pas beaucoup de temps pour le faire, des collègues désagréables, un management défaillant, enfin tout ce qu'on appelle des facteurs de risque environnementaux du travail, c'est une cause. L'année avant mon burn-out, donc j'ai changé de manager. Je me suis retrouvé avec quelqu'un qui était d'une autre nationalité, qui était anglais. Il m'a ouvert l'esprit sur pas mal de choses. Mais très très vite, j'ai aussi compris que c'était quelqu'un qui avait réduit mon autonomie de travail. Avec lui, c'était très normé. Il fallait faire à sa façon. Donc j'ai senti au fur et à mesure que cette autonomie que j'avais,
qui faisait que je me sentais bien dans mon boulot commençait à diminuer. Il y a même quelqu'un de mon équipe, il dit « Si ça ne te dérange pas, j'aimerais trop lire tes emails. » Jusqu'au jour où ce manager m'a dit « De toute façon, tu n'es pas fait pour ce job. » Et l'ironie du sort, c'est que je l'avais créé, ce job. Donc, je suis passé de quelqu'un qui avait des reconnaissances au niveau monde à un manager qui te dit « Tu n'es pas fait pour ce job. » Et là, ça commençait à être très, très, très compliqué parce que j'ai commencé, forcément, à être un petit peu plus stressé. Bon, moi, j'ai commencé à acquérir une grande expérience, une grande ancienneté. Donc, ça me permettait de quitter un petit peu ce que j'avais fait pendant 20-25 ans pour vraiment m'orienter vers des projets plus d'entreprise, un peu plus Europe, un peu plus monde. Et vraiment, là, je m'épanouissais là-dedans. Et puis, il y a eu ce moment où, en fin d'entretien annuel, on m'a annoncé que toutes ces choses-là, je ne pourrais plus dorénavant les faire. Donc, du jour au lendemain, on m'a supprimé tout ce qui me permettait de m'épanouir en me disant « tu vas te refocaliser sur ton travail d'origine ». À partir de là, j'ai eu beaucoup de doutes sur moi. J'ai eu beaucoup de doutes sur la pérennité de mon poste, en me disant... J'ai commencé en fait à développer une espèce de paranoïa. J'étais persuadé, du fait de cette paranoïa, qu'on cherchait à m'évincer. Je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas très bien quand j'ai commencé à avoir des troubles cognitifs. Habituellement, je prenais vite les décisions. Et là, je restais un peu comme en état de sidération, en me disant, je sais pas. Donc ça commençait à fonctionner moins vite, avoir les neurones qui percutaient plus très bien. Et puis un jour, je me suis surprise à penser, à espérer que mes collaborateurs ne viennent pas dans mon bureau pour me demander de l'aide ou un avis. Et là, j'ai commencé à me dire, il y a quelque chose. On commence à délaisser des choses qui en fait nous font du bien. Hein, je faisais du sport, j'en faisais de moins en moins. Je voyais les copains, j'en faisais de moins en moins. Je faisais de la musique, j'en faisais de moins en moins. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça c'est une certitude. Je commence à avoir du mal à me concentrer. Je commence à faire des erreurs au boulot. Je perdais le fil de mes actions, je perdais le fil des conséquences à venir, etc. Donc ça commençait à être très compliqué dans la tête. Et à l'époque d'ailleurs, plusieurs fois, j'ai averti mon manager. Je lui ai dit, écoute, je ne vais pas bien, j'ai envie de pleurer au téléphone. Et elle est toujours pareil, ouais, t'es un mec, allez, tu vas dormir demain, c'est rameux. T'es un mec quand même. Hein, il y a ce côté machiste encore très très fort. Et voilà, les hommes, il faut surtout pas. Comment ça, tu vas pleurer, c'est pas possible. Donc j'ai aussi averti les autres. Que ce soit mes copains, même mes amis, mon management, mais personne me croyait, entre guillemets. Moi, je ressentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais les autres ne le voyaient pas. J'étais beaucoup plus vulnérable, plus émotive. J'ai eu de très gros problèmes au niveau digestif, intestin, etc., où j'avais des douleurs absolument abominables. J'arrêtais pas d'aller voir mon généraliste, par exemple. J'avais mal au ventre. La semaine d'après, j'avais mal au cervical. J'ai commencé de nouveau à avoir des gros problèmes ORL. J'ai eu des pleurs, j'ai eu des crises de pleurs, et des choses que je ne connaissais absolument pas. J'ai commencé à vivre ce qu'on appelle la dépersonnalisation, c'est-à-dire à mettre en retrait, à ne plus avoir envie d'être avec les autres, à plus y trouver de plaisir, et même à me sentir envahie par les sollicitations. Je m'énervais très facilement, mais jamais je me suis dit... je suis en burn-out. Je ne me cachais pas les choses à moi-même, mais en fait, je n'en voyais pas la gravité. Parce que je ne savais pas du tout sur quoi ça allait déboucher. Et en 3-4 mois, ça s'est dégradé. Ça s'est vraiment dégradé.